Alors, je remercie d'abord l'Amicale des pédiatres de Fès de m'avoir encore une fois invitée. C'est un réel plaisir d'être chez vous. Heureusement, il ne fait pas trop froid, mais Fès, c'est pour moi une ville un peu particulière, hein. C'est mes origines, ma famille, et puis cette ambiance tellement amicale et tellement chaleureuse. Et en fait, je vais juste introduire cet atelier, je pense, sur les pièges diagnostiques dans l'asthme de l'enfant. Et je vais tout de suite passer la parole à Madame Benabda Raouda de Fès, qui va présenter notre conférencière. OK? En fait, oui, je la présente parce que c'est une compatriote. Elle vient d'un pays qui est tout petit, mais qui fait beaucoup parler de lui ces jours-ci. Tous les jours, il y a une information, malheureusement, qui nous arrive au Maroc. Hein. Attention, la radio marocaine. Bon, c'est pas grave. On espère de meilleurs temps à ce pays qui ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Voilà, ça c'était une petite pause nostalgique. Voilà, alors c'est professeur Bousfara Raouda, qui est ancienne doyenne de la faculté de médecine de Monastir. Elle est professeure de pédiatrie et spécialiste en pneumoallergologie. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci mesdames les modératrices, merci aux organisateurs pour l'invitation, particulièrement au professeur Hida, qui a cru en moi et qui m'a demandé de venir à Fès. Et il faut dire que Fès, c'est la deuxième fois que je viens. La première était il y a très longtemps à l'occasion d'un congrès maghrébin. Donc il y avait un congrès maghrébin ici, mais ça fait je ne sais plus quelle année. 2005, 6, je ne sais plus. Bref, c'était très bien, mais bon, le temps est passé. Il faut dire que les invitations sur le Maroc vont sur Marrakech souvent, un peu moins Casa aussi, mais Fès découverte. Donc merci à vous tous d'être là ce matin. Comme on m'a dit de présenter un atelier, donc je compte sur votre interactivité. Les pièges diagnostiques de l'asthme, c'est-à-dire que quand M. Hida m'a demandé de le faire, j'ai pas dit ni oui, ni non, ni rien, j'ai accepté, c'est tout. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire cela, mais j'espère qu'on va arriver tous ensemble à réagir aux différentes questions, bien que la salle est très, très grande. Alors, chez le nourrisson et le jeune enfant, le diagnostic de l'asthme est clinique. Et donc, on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la main pour pouvoir dire, voilà, c'est un asthme ou pas. Donc, on est forcément en excès de diagnostic. Et donc, en conséquence, on peut passer à côté de diagnostics différentiels. Chez l'enfant plus grand, on a les moyens de diagnostic, ne serait-ce que la spirométrie, les EFR. Donc, et puis, la cause la plus fréquente de sifflement chez le grand enfant, c'est l'asthme. Et donc, on a moins de diagnostics différentiels chez le grand enfant. On se base sur cette notion de contrôle sous traitement pour dire, en cas d'absence de contrôle, c'est peut-être pas de l'asthme. Mais attention au phénotype, parce que ne pas avoir de contrôle, ça pourrait être dû à ce que l'enfant ne répond pas à la thérapeutique qu'on a utilisée. Et donc, on tombe sur les phénotypes de l'asthme. Et puis, ne jamais oublier les comorbidités, qui sont aussi beaucoup de causes d'erreur, notamment la rhinite allergique, souvent associée. Alors, je commence par le nourrisson. Les pneumopathies sifflantes sont très fréquentes chez les moins de 3 ans. Mais est-ce toujours de l'asthme? Voilà la grosse question. Nous commençons par ce cas clinique d'un garçon de 12 mois qui se présente pour une dyspnée obstructive avec des râles sibilants. Sa température est à 38, il a une rhinite associée. Et dans ses antécédents, on constate qu'il avait fait déjà 3 épisodes similaires, le premier étant à l'âge de 8 mois. Il a reçu divers thérapeutiques, comme vous pouvez imaginer. Donc, il a reçu les nébulisations, la corticothérapie, il a eu aussi des antibiotiques. Et le dernier épisode remonte à 1 mois auparavant. Cet enfant est né normalement, aucun souci, et la mère avait une rhinite allergique. Le père était fumeur, comme souvent dans notre pays. Alors voici sa radio du thorax, alors qu'il était en exacerbation.
on constate une distension pulmonaire. Donc il a eu des nébulisations de bêta-2 courte durée d'action avec une amélioration clinique, un retour à domicile avec une désobstruction nasale et une antipyrétique en cas de fièvre, une corticothérapie orale, mais pas de bêta-2 courte durée d'action. Vous savez que pour prendre en charge une exacerbation d'asthme, il faudrait associer bêta-2 courte durée d'action et corticoïdes. Il a eu un rendez-vous à la consultation dans une semaine. À la consultation externe, il a gardé la toux sèche, nocturne, et aux pleurs, au rire. Il avait encore les quelques sibilants, donc il n'était pas parfait. Le reste de l'examen était normal. Donc, à votre avis, est-ce que ça pourrait être de l'asthme? Est-ce qu'on va l'explorer? Est-ce qu'on va mettre un traitement de fond? Et quoi dire aux parents qui sont toujours, je ne sais pas au Maroc, mais probablement aussi, dans la crainte d'un diagnostic, on ne sait plus quoi leur dire. Si on dit asthme, on est mort. Si on dit, en plus en tunisien, c'est fed. Alors c'est encore plus dramatique. Hassassi, ça pourrait ne pas l'être. Donc on n'a pas tellement envie de mentir aux parents aussi non plus. Donc vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on va leur dire à propos de cet enfant. En plus, si on ne nomme pas une maladie, on ne la traitera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être de l'asthme? Hein? Oui, c'est-à-dire que la salle est grande et on ne peut pas leur donner un micro, mais j'entends. Donc, est-ce que ça pourrait être de l'asthme? Oui, ça pourrait être de l'asthme. Donc, a priori, on ne va pas explorer tous les enfants. D'accord, c'est un diagnostic d'élimination, mais il faut réfléchir avant de sauter sur tous les examens complémentaires. Alors, la définition d'asthme qui remonte, il n'y a pas de consensus réel, mais la Haute Autorité de Santé française, en 2009, a défini l'asthme du nourrisson de moins de 36 mois comme un enfant qui fait des épisodes répétés, au moins 3, de sifflement, de dyspnée, et qui surviennent avec un âge de début peu importe, et quelle que soit la cause, qu'elle soit atopique ou non atopique. Et on a rapproché également ce qu'on appelle les équivalents d'asthme, c'est-à-dire les toux récidivantes nocturnes et qui répondent au traitement de l'asthme. Donc ça pourrait être aussi, les équivalents d'asthme peuvent être aussi considérés comme asthme. Mais l'important dans cette définition, c'est la discontinuité. C'est-à-dire, il y a des épisodes où ils sont malades, ils sifflent, ils sont dyspniques, et après, un intervalle libre qui est asymptomatique. Actuellement, on a modifié un peu la définition de l'asthme. Et donc, vous voyez que lorsqu'on a une dyspnée sifflante avant l'âge de 12 mois, s'il s'agit du premier épisode, bronchiolite. S'il s'agit du deuxième épisode, s'il y a une atopie familiale ou personnelle, on parle déjà d'asthme. Et on accepte bronchiolite deuxième épisode. Mais ce que je voudrais vous dire, puisqu'il y a des jeunes avec nous, arrêtez de comptabiliser les bronchiolites. Il n'y en a qu'une au maximum, mais en poussant 2. Mais il n'y en a pas 3. C'est fini. On ne parle plus bronchiolite. Okay? Donc une terminologie qui doit être absolument bannie, le nombre de bronchiolites. Une seule. Après l'âge de 12 mois, donc vous voyez, on a rapproché. Avant, on disait avant l'âge de 2 ans. La HAS disait avant 3 ans. Okay? Mais actuellement, avant l'âge de 12 mois. À partir de 12 mois, c'est peut-être de l'asthme. Je dis peut-être de l'asthme, il n'y a pas de certitude, bien entendu. Donc tout ça, ça nous aide aussi un peu, parce que bronchiolite, on n'a rien à faire. C'est soit hospitalisé parce qu'ils ont une saturation basse, soit on gère avec la famille. On n'est pas capable de les traiter, il n'y a pas de traitement. Alors que pour l'asthme, oui. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça, pour un peu plus de confort, qu'on a élargi la définition de l'asthme. Et là, on peut les traiter avec une réponse qui est satisfaisante. Donc, le problème du nourrisson, c'est que la symptomatologie peut être en rapport avec l'asthme, la dyspnée, mais sifflante, mais qu'elle peut aussi répondre à d'autres diagnostics différentiels.
Pour se résumer, le diagnostic d'asthme repose sur la répétition des épisodes de toux, de sifflements, de dyspnée, qui sont déclenchés par les virus, les irritants, l'exercice, les émotions, avec l'anormalité de l'examen clinique entre les crises et absence de signes d'inquiétude. La radio du thorax est très importante et elle doit être normale. Et puis, je mets un peu plus bas la réponse au traitement. C'est quand même l'épreuve thérapeutique qui pourrait nous rendre service et nous aider à retenir ce diagnostic puisqu'on n'a rien à se mettre sous la main pour ce diagnostic. La présence d'atopie familiale pourrait renforcer le diagnostic, mais elle n'est pas du tout nécessaire. Alors, pour notre cas clinique, est-ce de l'asthme? Certes, les sifflements sont récidivants, la maman est atopique, la radio du thorax montre une distension, mais il était en exacerbation, et sa croissance est normale. A priori, on n'a aucun signe d'inquiétude chez cet enfant, mais est-ce que c'est de l'asthme? Ça reste toujours possible. Qu'est-ce qu'on attend pour dire que c'est de l'asthme? L'épreuve thérapeutique, oui, je vais y aller, mais je veux un terme pour qu'on dise c'est de l'asthme. C'est quoi? On s'attend à quoi pour dire c'est l'asthme? La réversibilité. Très bien. Donc on doit avoir un enfant asymptomatique, même très précocement ou un peu plus tard, sous traitement de l'asthme. Tout à fait. Donc, que manque-t-il au diagnostic? C'est la réversibilité par le traitement. Devant un nourrisson siffleur, si la radio du thorax est normale, qu'il n'y a pas de signe d'inquiétude, on peut dire que l'asthme du nourrisson est probable. On va mettre un traitement. S'il est efficace, on retient le diagnostic. C'est un diagnostic compatible avec l'asthme. S'il y a échec, on va faire des investigations complémentaires qui sont plus larges. Alors, les recommandations GINA, je ne vais pas m'étaler parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet, mais c'est juste pour rappeler peut-être aux plus jeunes que le corticoïde inhalé est le traitement de fond de l'asthme du nourrisson et du jeune enfant, et qu'on est en étape 1, on ne traite pas, on traitera à la demande, mais c'est des asthmes viro-induits qui ne sont pas très gênants. À l'étape 2, on va mettre le corticoïde inhalé faible dose. On a une place pour les antileucotriennes aussi. À partir de 2 ans, on peut les utiliser seuls. Et en étape 3, c'est la double faible dose de corticoïde inhalé. Après, on a l'adjonction possible en cas de non-contrôle avec les antileucotriennes. Ce nourrisson a été mis sous Flixotide 52 bouffées x 2. Il s'est amélioré nettement, mais continue à tousser à l'effort et à la toux, et à l'effort et aux pleurs. Son nez coule en permanence, il est parfois obstrué. L'adjonction de singulaire, un antileucotrienne, a conduit au contrôle. Donc, c'est un peu le phénotype. Donc, le fait d'avoir un asthme d'effort associé, qu'il a la rhinite, qu'il ne s'est pas complètement amélioré avec la fluticasone, l'adjonction de antileucotrienne pourrait nous rendre un sacré service des fois. Alors, en cas où on a des anomalies, des signes d'inquiétude, je dirais ça, soit dans la période néonatale, c'était un prématuré, il a peut-être inhalé du liquide amniotique, il a été hospitalisé, il a reçu de l'oxygène, ou il a une cardiopathie connue, ou bien plus tard, on a un stridor, une diarrhée associée, un retentissement sur la croissance. Tout ça, c'est des signes d'inquiétude qui doivent nous amener, avec une anomalie, par exemple, de la radio du thorax, à aller investir plus cet enfant en pensant au diagnostic différentiel. Alors, si on est orienté pour ces diagnostics différentiels, c'est souvent le cas. Si on se concentre très bien, on voit où est-ce qu'on va aller pour ne pas faire le tout azimut. Et si on n'est pas orienté, par contre, on fera des investigations plus larges, mais toujours en prenant en considération les pathologies qu'on a dans notre pays. Par exemple, nous, on ne sautera pas premièrement sur la mucoviscidose. Donc, les dyskinésies ciliaires primitives, beaucoup plus.
Alors, l'obstruction, ça c'est pour voir quels examens complémentaires. L'obstruction, elle peut être à n'importe quel niveau. C'est ça qui amène au sifflement, le maître symptôme de l'asthme. Et puis, on fera les différentes investigations. L'endoscopie, on doit avoir la main facile. Le test de la sueur, nous avons en Tunisie des difficultés énormes pour les faire. Donc, on va sur l'étude de la mutation d'emblée. L'angio-TDM, on a vu tout à l'heure un cas de compression par les arcs aortiques. L'étude des cils, très très difficile, je vous parlerai d'un cas. L'étude de l'immunité, il faut la faire, mais pas seulement humorale, mais également cellulaire. Et puis l'échographie cardiaque, si on a des signes qui nous font penser à une cardiopathie congénitale. Donc ce nourrisson, âgé de 4 mois, fait un 3e épisode sifflant. Il a fait une bronchiolite à 20 jours. Il est né à terme avec un poids de naissance de 2,8 kg. Il a été hospitalisé en période néonatale pour IMF avec un foyer pulmonaire. Et puis, il y avait un doute sur une atelectasie. Est-ce de l'asthme? Pourquoi? Hein? Ouais. Donc déjà, si on parle de la clinique, déjà il y avait des signes d'inquiétude. C'est un petit qui a commencé très très tôt à avoir des symptômes. Et en plus, le fait d'avoir une atelectasie en période néonatale, pensez-y, ça peut être une dyskinésie ciliaire primitive. Pensez-y. Et souvent, ils ont écoulement nasal. Bon, c'est assez banal, les nouveau-nés qui ont un écoulement nasal, une obstruction, mais donnez de l'importance à ce symptôme et qui se prolonge dans le temps. Atelectasie, attention, et bien sûr le situs inversus à la radio du thorax. Le cartagénaire, c'est le diagnostic qui a été évoqué chez ce petit nourrisson, mais on est confronté avec les problèmes de diagnostic. La microscopie électronique étant la base de l'exploration, elle n'est pas faite, elle est faite rarement, même dans le monde. Alors on se rabat sur l'étude des mutations par un prélèvement sanguin, mais aussi faudrait-il avoir des gens qui font également l'étude de la mutation sur les dyskinésies ciliaires primitives. Le NO nasal, effondré ses caractéristiques, ne se fait qu'à partir de l'âge de 5-6 ans. 14 mois, aucun problème, jusqu'à il y a 1 mois où l'enfant a fait des bronchites récidivantes, sifflantes bien sûr. Amélioré par les antibiotiques, par les nébulisations, par la corticothérapie. Est-ce que c'est de l'asthme? Que manque-t-il pour retenir le diagnostic? La radio du thorax, tout à fait, de toute façon. Est-ce qu'on a des signes d'inquiétude là? Merci. Alors le problème, le seul sur lequel je veux insister ici, c'est le fait que jusqu'à 14 mois, il n'avait absolument rien. Et puis ça a commencé et ça ne veut plus arrêter. Très bien. Donc vous voyez, l'emphysème unilatéral nous fait penser au corps étranger trachéobronchique, excellent diagnostic. Et puis, bon, bien sûr, on fait la bronchoscopie, la fibroscopie, on extrait le corps étranger. Ça semble être simple, il faut demander toujours est-ce qu'il y a un syndrome de pénétration. Il peut ne pas être rapporté spontanément par la famille, mais on pourra le retrouver. Je dis que ce n'est pas une histoire simple parce que les ORL qui avant faisaient très facilement l'examen ont commencé à ne plus vouloir le faire. En plus, il y a eu des incidents d'anesthésie avec des arrêts cardio-respiratoires, surtout sur une bronchoscopie qui peut être blanche, et donc ça a amené à ce que les ORL sont réticents. Il faut faire le scanner. Actuellement, on donne de l'importance à la tomodensitométrie en cas de doute, comme celui-là. S'il y a un syndrome de pénétration, ça pourrait nous aider très fort. Mais s'il n'y a pas de syndrome de pénétration, dans la crainte de tomber sur une bronchoscopie qui peut être blanche, on peut faire la tomodensitométrie et si elle n'est pas parlante, la fibroscopie souple
pour faire le diagnostic, éventuellement retirer le corps étranger, la fibroscopie souple pouvant être faite sans anesthésie générale. Sinon, si on n'arrive pas à retirer, on aura recours de nouveau à l'ORL. Nourrisson de 3 mois, admis pour bronchiolite, dyspnée sifflante après une infection rhinopharyngée. Naissance à terme, 3 kg de sang. La mère rapporte un tirage intercostal depuis la naissance. À l'examen, la prise pondérale est insuffisante. Il a un poids actuel à 4 kg 100. Est-ce que c'est une bronchiolite? Est-ce que c'est de l'asthme? Tout à fait. Donc on pense qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait normales. C'est pour ça qu'il faut se concentrer très fort sur l'interrogatoire. Cet enfant qui est très petit a commencé à avoir des signes dès la naissance. C'est pas banal et en plus ça retentit. Ça pourrait être une cardiopathie congénitale, mais dans le même sens, ça pourrait être une malformation, bien sûr. Et voilà la radio du thorax qui montre un emphysème unilatéral important à cet âge-là. Ce n'est pas un corps étranger, mais c'est un emphysème lobaire congénital. Il faudra opérer très vite cet enfant. On peut faire le scanner des fois et ça ne nous donne pas le temps de faire le scanner parce qu'il est très très dyspnéique et il est absolument rapidement soulagé. Dès qu'on ouvre, boum, le côté malade va soulager totalement et on va faire une lobectomie en fonction. Et l'étude anapathe va confirmer le diagnostic. 9 mois, bronchiolite à 2 mois, récidive de bronchite sifflante fréquente, traitée pour asthme depuis 4 mois sans réelle amélioration. On constate une stagnation pondérale depuis 1 mois. Est-ce que c'est de l'asthme? Tout à fait. Oui, ça a commencé très tôt, donc on est sur peut-être une malformation. Voilà le cœur, un énorme cœur, donc c'est une cardiopathie congénitale. Il faudra faire l'échographie et décider en fonction les investigations qui viennent après. Nourrisson de 9 mois consulte pour suspicion d'asthme. À la consultation, l'enfant est en excellent état de santé en dehors d'un stridor qui serait apparu depuis 1 mois avec un intervalle libre par rapport à la naissance. Le traitement en ambulatoire et hospitalisation dans un hôpital régional. Il a été jusqu'à être hospitalisé, a reçu des antibiotiques, des corticoïdes, nébulisation, d'adrénaline, sans réponse. Est-ce que c'est de l'asthme? Et le fait que c'est apparu avec un intervalle libre, vous pensez à quoi? Parce que la laryngomalacie, le stridor laryngé essentiel, il n'y a pas d'intervalle libre. À l'examen clinique, surprise, il avait un énorme angiome au niveau de la paume de la main. Donc le diagnostic, c'est un angiome laryngé ou trachéal. Donc en cours d'exploration, c'est un malade qui est venu la semaine dernière. Donc il faudra faire... j'ai fait le scanner, j'ai demandé un scanner. Et bien sûr, il y a une possibilité de traitement par les bêta-bloquants qui font fondre l'angiome. Les ORL étaient un peu réticents, mais on a une excellente ORL à Sfax, un peu loin de Madrid, qui a fait à Trousseau l'enfant et qui fait sans anesthésie une endoscopie pour vérification. Et après, parce que le traitement par la velocardie, ça ne va pas être un traitement bénin. Donc, il faut l'hospitaliser, il faut augmenter les doses progressivement. Et donc, on est obligé d'avoir une certitude diagnostique. Pour le plus grand enfant, c'est beaucoup plus simple. Il y a des recommandations GINA que je vous rapporte là sur ces enfants qui vont faire beaucoup plus facile le diagnostic des toux, des sifflements, des difficultés respiratoires, des sifflements qui peuvent se voir aussi à l'effort en pleine nuit, la toux qui réveille. Donc le diagnostic est relativement
simple, parce que chez le grand enfant, tout ce qui siffle est probablement de l'asthme. Alors on a les EFR qui peuvent nous aider. Et actuellement, dans les recommandations GINA, il faut les faire d'emblée. Alors qu'avant, on disait que le diagnostic est clinique de l'asthme. Mais enfin, on a quand même un outil qui pourrait nous aider en montrant ce test de bronchodilatation positive, c'est-à-dire qu'on a une branche qui change de calibre. Même si on a un VMS qui est normal, il faudra faire le test de réversibilité parce qu'il peut y avoir chez l'enfant une amélioration. Et on considère que l'amélioration est positive à partir d'un chiffre supérieur à 12%. Donc, quand est-ce qu'on doute que c'est peut-être pas de l'asthme chez le grand enfant? Quand il n'y a pas d'intervalle libre, on répète la même histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réversibilité. Quand la toux est grasse, méfiez-vous, c'est peut-être pas de l'asthme. Quand la toux est isolée, quand il présente des douleurs thoraciques, certes, il peut avoir, alors l'enfant, surtout à l'effort, il peut avoir des douleurs thoraciques, mais ce n'est pas caractéristique. La dyspnée avec un malaise ou des signes extra-respiratoires, il y a peut-être un autre diagnostic, et le retentissement sur l'état général de l'enfant, il faut se méfier. Donc les explorations chez le grand enfant reposent sur une radio obligatoirement qui doit être normale. Les tests cutanés doivent être faits parce que 80% des asthmes du grand enfant sont allergiques, contrairement aux nourrissons, dont la majorité ne le sont pas. Les EFR, comme je vous ai dit, peuvent montrer le trouble obstructif réversible, même si on a un VMS qui est normal au départ. Les tests cutanés, on va explorer la sensibilisation, c'est un test facile qui peut être fait au cabinet médical ou en consultation si vous avez des hôpitaux. Et les IgE spécifiques, de toute façon, dites-vous, c'est la même chose, hein, même valeur. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est la même valeur et on va voir si l'enfant est sensibilisé aux différents pneumallergènes, à savoir les acarias en premier, ça dépend des pays, de la région. Le pollen, nous avons beaucoup de pollen d'olivier et de graminées en Tunisie, mais on a également le pollen de cyprès. Il peut y avoir également l'alternaria, qui est une moisissure d'extérieur, et les fanères d'animaux, aussi on a beaucoup le chat. Les EFR, on en a parlé, donc seulement vous pouvez trouver là à droite que les recommandations GINA les mettent dans le diagnostic. C'est le fait d'avoir une amélioration du VMS supérieure à 12%. Il y a des spécificités pédiatriques, c'est que on est obligé de regarder un peu la courbe. Donc la courbe d'un asthme, c'est une amputation des débits et des volumes avec NSP concave et une réversibilité, donc vous voyez, qui est de plus de 12%. Et puis la particularité également, c'est que le VMS peut être normal ou élevé même. Mais le fait d'avoir une amélioration par la bêta-2 courte durée d'action pourrait nous aider au diagnostic. Il y a également les débits moyens des mêmes, etc. Mais la réversibilité doit être prise en considération pour des chiffres plus importants de 25%. Donc pour le traitement, également comme le nourrisson, ce n'est pas l'objet de notre exposé, mais c'est juste pour vous rappeler que le corticoïde inhalé est la base du traitement de fond chez l'enfant et que l'étape 1, c'est le traitement à la demande. Et actuellement, dans les recommandations GINA, il faut toujours associer au bêta-2 courte durée d'action un corticoïde inhalé. Jamais, jamais de bêta-2 courte durée d'action seul. L'étape 2, c'est le corticoïde inhalé faible dose, une place pour l'antileucotriène, ou là, et là, on a le corticoïde inhalé, l'étape 3, associé faible ou moyenne dose, associé au bêta-2 longue durée d'action. Actuellement, il y a une place également pour les anticholinergiques. Et l'étape 5, c'est les biothérapies, essentiellement. Donc, chez le grand enfant, et c'est là où est venues les recommandations dont je vous parlais, jamais de bêta-2 courte durée d'action seule, parce que les ados ont lâché leur traitement de fond parce qu'ils sont réfractaires à toute chose qui se prolonge dans le temps. Et du coup, ils commencent à prendre les bêta-2 courte durée d'action un peu n'importe comment.
sans bien sûr un grand effet, et aller savoir s'ils prennent le spray correctement. Et donc l'obstruction qui est engendrée par l'inflammation va amener ces enfants vers des asthmes sévères qui peuvent être mortels. Donc les recommandations GINA sont claires. Associer tout le temps, chaque fois qu'on est obligé de donner un bêta de courte durée d'action, l'associer aux corticoïdes inhalés. Et c'est venu ainsi les recommandations MART, c'est-à-dire associons le corticoïde inhalé, peut-être dans un même dispositif, avec le formétérol, pas le salmétérol. Le formétérol pour son action très rapide, et donc il peut agir sur le traitement de fond de l'asthme et également sur les exacerbations. Sinon, là, c'est la stratégie MART dont je vous ai parlé. Et là, c'est les recommandations habituelles où l'étape 1 associe, comme je vous ai dit, le bêta-2, courte durée d'action, et le corticoïde inhalé. L'étape 2, c'est le corticoïde inhalé seul, faible dose. Et puis, l'étape 3, faible moyenne dose associée au bêta-2 longue durée d'action. L'étape 4, les anticholinergiques. Et l'étape 5, c'est l'étape ultime de l'asthme sévère. Donc là aussi, pour l'asthme de l'enfant, on a la possibilité d'avoir cette notion de contrôle qui a été introduite depuis quelques années déjà et qui peut nous aider beaucoup. Également, elle a changé. Le contrôle était jugé sur la gêne diurne, la gêne nocturne, le recours au bêta-2 courte durée d'action, l'absentéisme scolaire et l'altération de la qualité de vie de ces enfants qui ne peuvent plus pratiquer du sport. Et ainsi, on va juger du bon contrôle quand on n'a aucun élément anormal, ou bien du contrôle moyen, et l'absence de contrôle si tous les items sont perturbés. Là, on a du GINA, on a enlevé les aspirométries. Donc, on considère le contrôle sur des arguments uniquement cliniques. Et puis là, c'est le test de contrôle de l'asthme qui peut être donné aux parents lorsqu'ils attendent. Et il y a les parents et les enfants qui vont répondre au questionnaire. Là, c'est les enfants et là, c'est les parents qui répondent sur le sifflement, etc. Et si le score est inférieur à 20, l'enfant n'est pas contrôlé. S'il est entre 20 et 27, il est correctement contrôlé. Alors, l'absence de contrôle, justement, sur lequel on va se fier pour dire que c'est peut-être pas de l'asthme, donc l'absence de contrôle va nous amener, n'allez pas sur tout de suite, c'est pas de l'asthme, l'absence de contrôle. Il y a une chose qui fait échouer le traitement de fond, c'est la prise anormale et inadaptée de la chambre d'inhalation, sans vous parler du fait que certains utilisent directement le spray. Et la compréhension, même si on l'a fait, vous devez la faire, la vérifier à chaque consultation, il y a quand même des erreurs. Parce que nous, on explique et on ne sait pas, dans la représentation de la mère, qu'est-ce que ça peut être. L'observance, elle est surtout abandonnée chez les plus grands, les ados, mais les petits nourrissons, non, ça va. Les mamans sont adhérentes au traitement. N'oubliez jamais l'environnement. S'il est dans une atmosphère exposée au tabac en permanence, il est évident qu'on ne pourra pas avoir le contrôle. Soyez dans votre interrogatoire policier parce que la cigarette se cache un peu partout. Non, et les femmes sont les plus grandes défentrices de leur mari. Est-ce que vous avez le tabac? Non. Ah, dans la cuisine. Et la cuisine, l'enfant ne rentre pas dans la cuisine. Mais la pire, c'est dans la voiture. Ah non, pas à la maison, jamais dans la voiture. Celle-là, j'y ai pas pensé spontanément. C'était un enfant qui me l'a dit. Dans la voiture. Alors, bien sûr, si on a passé par tout cela et que tout va bien, eh ben, on doit penser au diagnostic différentiel et on doit faire les examens complémentaires. Donc, en cas de non-contrôle, mais que l'asthme est probablement contrôlable, c'est l'observance du traitement, c'est l'échec de l'administration du médicament au site approprié, et puis, ou bien un traitement insuffisant. Et vous avez vu les étapes du GINA. Quand on n'a pas une efficacité, on doit monter de palier. Monter de palier ne veut pas dire augmenter les corticoïdes inhalés. Donc, on peut rajouter un bêta-2 longue durée d'action. Attention au phénotype. Des fois, ils ne répondent pas aux corticoïdes inhalés. Et parfois, on est obligé d'utiliser des médicaments qui ne sont pas très connus, comme l'azithromycine, par exemple. Chez les non-atopiques, quand on n'a aucune efficacité, que c'est très probablement de l'asthme, parce qu'on n'a aucune inquiétude
sur la clinique, la radio, on peut essayer l'azithromycine. Ils sont non atopiques, ceux qui répondent. Les comorbidités, essentiellement la rhinite, je dirais, la sinusite très peu fréquente chez l'enfant, mais la rhinite. Donc vous devez avoir un stéto ici et essayer de voir est-ce qu'ils ont la rhinite associée. Elle est souvent négligée par la famille, ils n'en parlent pas beaucoup, mais elle entrave le contrôle de l'asthme. L'obésité aussi, vous avez aussi des asthmes phénotypes particuliers qui ont une obésité et qui ne répondent pas aux corticoïdes inhalés. Alors l'obésité, ce n'est pas simple de les faire baisser de poids. Par contre, utiliser sur ce phénotype l'antileucotriène pourrait marcher. L'environnement, on en a parlé. Voilà, ça c'est pour les phénotypes. Et la biothérapie, l'omalizumab, les anti-IgE, c'est les asthmes sévères. Les asthmes sévères sont allergiques. Et puis il y a les viraux induits, on en a parlé peut-être tout à l'heure avec l'antileucotriène et l'azithromycine, je vous en ai parlé. Alors, par contre, quand on n'arrive pas du tout à contrôler, qu'on a vu le tour, etc., on doit penser aux autres diagnostics et je vais vous faire quelques cas cliniques. Un enfant de 3 ans, antérieurement sain, qui fait un épisode respiratoire aigu sévère, il a une radio qui n'est pas normale, donc vous voyez qu'il y a une atteinte surtout du côté droit, mais également on a l'impression qu'il y a aussi un petit foyer du côté gauche. Le scanner confirme ces lésions et la caractéristique, c'est que ça persiste dans le temps. 4 à 6 semaines, il est encore symptomatique, mais avant, il n'avait absolument rien. Donc regardez cet aspect à la tomodensitométrie qui montre un aspect en vert dépoli. Donc vous voyez, densité qui n'est pas la même. Donc c'est un garçon de 3 ans qui a probablement une bronchiolite oblitérante. Alors la bronchiolite oblitérante, c'est une infection virale sévère qui survient avant l'âge de 3 ans, qui donne des symptomatologies sévères, qui amène vers une hospitalisation. La radio est anormale, le scanner est anormal, mais les lésions seront plus ou moins étendues. Donc la sévérité n'est pas identique pour tous les malades. Il y a ceux qui peuvent évoluer vers un état grave qui les amènera malheureusement au décès s'il n'y a pas de greffe pulmonaire, mais il y a d'autres qu'on arrive à gérer par les bolus de Solu-Médrol. Il faudra reconnaître cette entité et comme je vous ai dit, le pronostic est variable. Est-ce qu'il y a une génétique particulière? Tout le monde ne fait pas une bronchiolite oblitérante quand il est atteint d'adénovirus ou autre virus. Il y a peut-être une prédisposition génétique. Enfant de 9 ans qui présente une gêne respiratoire depuis un mois, qui a été mis sous sérétide 250 x 2, discus, sans amélioration. Douleur thoracique à droite, à l'examen discrète polypnée, auscultation. Donc voilà comment se présente cet enfant. Comme j'ai encore le temps, on pourra discuter avant de vous dire ce que j'ai trouvé à l'examen. C'est le sérétide 250 en discus. Donc ça, ce n'est pas adapté à l'enfant. Il a 9 ans. Si on comptabilise, là, c'est une forte dose de corticoïdes. Et le discus n'est pas tout à fait le traitement le plus approprié parce qu'ils ne savent pas bien inspirer et du coup, toute la poudre leur reste au niveau de la bouche qui vont un peu sucer. Et donc moi, j'étais sur ça, je regardais l'enfant, je me disais, bon, bah, ça va, je vais rapidement améliorer les choses en lui disant, bon, prenez le spray. Et puis, je mets un stéto et au secours, absence de murmure vésiculaire à droite, le poumon, c'est de l'air, quoi. C'est comme on entend un souffle tubaire, donc vous voyez, c'est un bruit aérique. Voilà, une matité. Regardez la radio, bon. Après, moi, j'ai envoyé à l'hôpital et donc la radio que m'a prise l'assistant, elle n'était pas très belle. Mais en fait, il n'y avait qu'un pneumothorax que l'enfant tolérait très bien. Et l'angoisse, moi, je disais à son frère qui l'a amené, porte-le, laisse pas partir à pied. Et on a été à l'hôpital, on a drainé l'enfant.
Et puis, il y a récidive lorsqu'on clampe, chaque fois il récidive. Donc, on a dû aller en chirurgie pour le talcage. Maintenant, est-ce que cet enfant, pourquoi ce pneumothorax? Est-ce que c'était un asthme, une crise d'asthme qui a viré? Et puis, avec le temps, parce qu'il a traîné ça depuis un mois, est-ce qu'avec le temps, il a mieux toléré? Je ne sais pas. Ou bien il a une malformation sous-jacente. Pour l'instant, on ne sait pas beaucoup. En chirurgie pédiatrique, ils n'ont pas trouvé d'anomalie au scanner de contrôle. Donc, voilà. Un enfant vécu il n'y a pas longtemps. Enfant de 7 ans, taux productive récidivante, pas d'intervalle libre clair entre les épisodes, un peu mieux l'été, l'auscultation montre des crépitants aux 2 champs pulmonaires, des sibilants à droite, le reste de l'examen est normal, notamment sa croissance. Est-ce que c'est de l'asthme? Oui. Les signes d'inquiétude, c'est l'absence d'intervalle libre. Oui. Donc, vous pouvez tomber souvent sur ce genre de patient, les grands enfants. Vous mettez un stéto, c'est des crépitants bilatéraux. Donc, ce n'est pas classique, les crépitants chez le grand enfant quand il s'agit d'asthme, même s'il est en exacerbation. Généralement, là, ils ne sont pas en exacerbation. Ils peuvent vous dire, voilà, mon enfant est le mieux, là, il est normal. Alors, il est normal avec des crépitants, c'est peut-être autre chose. Et effectivement, voilà, le taux est productif, c'est la dilatation des bronches. On fait le scanner, on met en évidence donc cet aspect qui est compatible avec la dilatation des bronches. Si on a une dilatation des bronches, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc la dilatation des branches, maintenant il faudra savoir pourquoi. Et on retombe sur les examens complémentaires pour voir est-ce qu'il s'agit de mucoviscidose, de dyskinésie ciliaire primitive, d'un déficit immunitaire, d'un corps étranger qui passait inaperçu. Bon, on parle moins actuellement de tuberculose de kyste hydatique, on n'en a plus beaucoup, ça reste encore possible, on n'en a plus beaucoup. Les séquelles de virose, même si l'aspect classique c'est l'aspect en verre dépoli que je vous ai montré tout à l'heure, ils peuvent avoir des dilatations de bronches aussi. Alors, jeune enfant de 3 ans, suivi pour dyspnée d'effort, amené plusieurs fois pour exacerbation d'asthme, sa radio était normale en dehors d'une disquette cardiomégalie à 0,55 d'index cardiothoracique. Il a été mis sous le Cotrienne avec un contrôle moyen. Est-ce que vous pensez que c'est de l'asthme? Mon Dieu, ça me donne des remords, ça. Alors cet enfant, justement, il n'a pas eu d'exploration particulière. C'est un enfant que j'ai suivi, des fois par mois, des fois par un résident. Et puis bon, on n'avait pas donné beaucoup d'importance à cette discrète cardiomégalie. Comme on faisait une consultation d'asthme et même les consultations ultérieures, c'était voilà, il ne s'améliore pas sur l'effort, mais le père était relativement rassurant. Ça va. Eh oui. Oui. Admis 2 ans plus tard dans un tableau de défaillance cardiaque, la radio du thorax montrait un énorme cardiomégalie avec des signes d'OAP. L'écho cardiaque a montré une cardiomyopathie dilatée. On a fait le dosage de la carnitine, mais il ne l'a pas reçu. Et l'enfant n'a pas été sauvé, malheureusement. Donc, vous voyez, la leçon, ça arrive à des gens bien. Bon, moi, je vous ai aidé à relever certains diagnostics en parlant aux plus jeunes, mais on peut, avec le nombre de malades à l'hôpital qu'on reçoit, donc les cas que je vous ai montrés il y a au cabinet, donc on est beaucoup plus tranquille. À l'hôpital, avec le débit, on voit un enfant, bon, on risque de passer à côté de quelque chose de grave. Voilà. Déficit en L-carnitine, on a pu sauver quand même sa fratrie, puisque 2 autres de ses frères étaient atteints, et on leur a donné la carnitine avec succès. Enfant de 5 ans, tout grasse depuis 1 mois, isolé, tout grasse, isolé. À l'examen clinique était normal et répond aux antibiotiques, récidive à l'arrêt. La radiothorax était normale. Hein. Vous pensez à quoi?
C'est-à-dire que l'examen, vous voyez, c'est possible, hein, ce que vous dites, madame, que ça peut être une dilatation de branche. Mais seulement, on aurait vu à la radio qu'on aurait peut-être eu des crépitants. Ce n'est pas constant, les crépitants, sur une dilatation de branche. Mais on aurait au moins eu une radio qui était inquiétante. Non, ce n'était pas le cas. Pensez à quoi? Immunité. Bon, l'immunité, le déficit immunitaire, on y pense quand ils font des infections à d'autres sites qui sont répétés, et souvent il y a, à moins que ce soit un déficit tumoral, le cellulaire donne un retard de croissance certain. Donc c'est pas banal. On n'en a pas beaucoup, mais les nôtres, elles sont sévères, elles n'arrivent pas jusqu'à cet âge-là sans aucun souci, avec une toux grasse depuis 1 mois seulement. Bronchite bactérienne prolongée. Bronchite bactérienne prolongée, persistante ou prolongée. La caractéristique, c'est cette toux grasse. Et la toux grasse, elle répond aux antibiotiques. Ils vous disent, les parents sont clairs, elle a tout à fait disparu par les antibiotiques et elle récidive à l'arrêt. On ne la connaît pas bien parce qu'elle est décrite plus chez les anglo-saxons. Mais en fait, la bactérie, elle produit un biofilm. La bactérie peut être un hémophilus, un pneumocoque. Elle produit un biofilm qui protège cette bactérie et elle va altérer la clairance mucociliaire. Se voit chez les tout petits, enfin les tout petits, les moyens, entre les moins de 6 ans, et qui ont la caractéristique d'avoir cette toux grasse qui dure dans le temps, plus de 4 semaines, avec une clinique et une radio normale. Avant, on disait que pour la retenir, il faudra faire le lavage broncho-alvéolaire pour identifier la bactérie en cause et avoir un antibiogramme. Actuellement, on pense que c'est quand même assez invasif d'aller vers le lavage broncho-alvéolaire. Et donc, on met sous amoxicillin pendant 2 semaines. C'est souvent pas suffisant et il faudra prolonger au moins 1 mois, revoir l'enfant, parce qu'on dit que la bronchite bactérienne prolongée peut faire le lit des dilatations de branches, justement. Et donc, le fait de l'identifier pourrait nous aider à diminuer ces dilatations de branches qu'on voyait beaucoup plus avant. Vous voulez interagir, madame? Oui, d'accord, comme vous voulez. Donc, réévaluer, revoir votre patient, réévaluer les choses, mais je suis sûre que vous êtes déjà passé et que vous avez eu un cas de bronchite bactérienne prolongée. Il faut y penser, la toux grasse isolée. Moi, je n'utilise pas les macrolides dessus. Hein. Je vais sur amoxicillin. Les macrolides, peut-être que je n'ai pas fait une petite parenthèse qu'on peut utiliser dans toutes les pathologies pulmonaires chroniques à dose anti-inflammatoire. Moitié dose, 1 jour sur 2, 3 jours par semaine. Ça pourrait améliorer la qualité de vie des enfants sur la bronchiolite oblitérante. Le modèle qu'on a eu, c'est la mucoviscidose, avec une amélioration dans les écrits sur la clinique et également sur les EFR, la spirométrie. Mais en calquant sur ce modèle-là, on peut l'utiliser dans beaucoup de pathologies avec une amélioration moins de la qualité de vie des enfants. Donc, dilatation de branches, dyskinésie ciliaire primitive, on peut bronchiolite oblitérante. Allez, 12 ans, je crois que je suis sur la fin, je ne sais pas comment j'ai gagné énormément de temps. Alors, 12 ans, hein? Ah, il ne me reste que 5 minutes. Justement. Ah, 5 minutes. Bon, ça me va, 5 minutes. Donc, 12 ans, concentrez-vous, 12 ans, tout laryngé, incessant depuis 2 mois. 2 mois. Mis sous sérétide, associé au singulaire, sans aucun effet, gênant la qualité de vie de l'enfant. Il ne va plus au collège. Parce qu'on le renvoie à chaque fois. Cette toux aboyante était audible à ma consultation, tous les étages. Tout le monde l'entendait, tout le monde me dit « mais vous n'avez pas de cœur, vous êtes en train de voir les autres malades et vous avez lâché un malade grave ». En plus, il venait de Gabès, du sud tunisien. Dans l'attente de la consultation, je sors, je mets un stéto
Et je lui mets des nébulisations d'adrénaline en attendant de le voir, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était les vacances. Son examen clinique était normal. Est-ce que c'est de l'asthme? C'est clairement non. Qu'est-ce qu'il fait alors, ce garçon de 12 ans? Il y a une question fatidique qu'il faut poser à cet enfant. Oui, bravo. Donc, est-ce qu'il tousse la nuit? Et la réponse était claire, il dort très bien. Le père me dit que même dans la voiture, en le ramenant de Gabès, il était très bien. Arrivé chez moi, bonjour, la démonstration. Mais comme ils appuient sur leur larynx, et ça devient une toux laryngée. Donc, disparaît la nuit, c'est la toux psychogène. Alors, que faire pour la toux psychogène? Il faut les confronter au diagnostic, le dire à l'enfant, sinon on ne s'en sortira pas. L'envoyer au psychiatre, peut-être si on constate qu'il y a des anomalies dans la famille ou à l'école. C'est très difficile dans une consultation d'asthme et de pneumo de trouver le problème que pose cet enfant. Il a l'âge qui peut favoriser, c'est-à-dire que c'est un ado. Mais donc, il y a les possibilités de donner l'Atarax. L'Atarax comprimé, c'est ce que je lui ai donné. J'ai enlevé tous les traitements de l'asthme. Peut-être que j'ai laissé un tout petit peu les nébulisations parce que tellement il appuie sur son larynx que ça peut être irrité. Et puis, j'ai écrit à son médecin traitant. C'est pas facile à gérer, mais dès que je leur dis de quoi il s'agit, ils ne reviennent plus. Donc, pour conclure, le diagnostic d'asthme reste avant tout clinique. Il y a très peu d'examens finalement à faire en pratique courante, sauf la radio du thorax, obligatoirement. En cas de doute, pas de réversibilité. Les signes d'inquiétude clinique, radiologique, il faut rechercher une étiologie. Dans le cas des diagnostics différentiels, on peut tomber sur des causes curables, heureusement, et on résout le problème. Ou bien, si on a des pneumopathies, chroniques, des maladies chroniques, donc on peut améliorer la qualité de vie avec, comme je vous ai dit, l'azithromycine. N'oubliez pas la kiné, traiter les exacerbations, expliquer aux parents, leur dire la vérité, les rassurer, et puis rester modeste sur l'efficacité thérapeutique quand il ne s'agit pas d'asthme. L'aubaine, c'est l'asthme finalement. Moi, je leur dis, waouh, si c'est de l'asthme, c'est très très bien. Et eux, ils viennent avec la crainte du diagnostic, pourvu qu'elles ne nous disent pas, faites. Ouais, et nous, oh, ça serait génial si c'est de l'asthme. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur Bousfara, d'avoir fait le tour des sifflements du petit et du grand enfant dans cette très belle présentation. Et je voudrais peut-être passer la parole à la salle pour une ou deux questions juste avant, juste pour les jeunes, leur dire que l'examen clinique et l'interrogatoire, c'est fondamental. Ça peut déjà vous orienter le diagnostic. L'asthme, c'est sifflement symétrique dans les deux poumons chez un enfant en bonne santé, grosso modo, on va dire. Si vous trouvez des sifflements qui ne sont pas symétriques, si vous auscultez le cœur, en général chez le petit enfant, quand il y a une anomalie congénitale, il y a toujours des symptômes qui vous alertent. Donc l'examen clinique plus la radio du thorax, ça va déjà vous orienter vers beaucoup de diagnostics que vous allez éliminer, ok ? Donc ça, je voulais juste le dire et je passe la parole à la salle pour des questions. Madame Hajral. Peut-être juste avant, je voudrais poser deux questions. Bien sûr, merci beaucoup pour l'exposé qui est très intéressant. Est-ce que jusqu'à quel âge vous retenez le diagnostic d'asthme viro-induit et les explorations fonctionnelles chez l'enfant, à quel âge vous les faites? À partir de quel âge vous les faites et quelle est leur difficulté d'exécution? Donc l'asthme, en fait, les asthmatiques, tous, qu'ils soient atopiques ou pas, sont déclenchés par les virus, généralement. Donc, les tests, je les fais régulièrement. Donc, s'ils sont négatifs à plusieurs reprises avec une peau qui réagit bien, c'est-à-dire le témoin positif et positif,
On peut dire que c'est probablement viro-induit. On les voit essentiellement chez les petits nourrissons, qui ont commencé à siffler avant l'âge de 1 an. Et seulement en saison hivernale, après l'été, ils sont très très bien, à tel point qu'on peut arrêter le traitement de fond l'été, le reprendre l'année d'après. Avec le temps, ils grandissent et ils risquent de s'en sortir spontanément vers l'âge de 5-6 ans, mais je ne donne jamais d'âge pour la sortie. Donc on dit, on verra. Les plus grands, c'est moins. Il y a plus d'allergies chez les plus grands que des asthmes non atopiques, disons. Pour ne pas dire viro-induit. On réserve viro-induit aux tout petits nourrissons, je crois que c'est mieux. Oui, de moins de 6 ans. Et puis la question sur la spirométrie, moi je la fais à partir de 6 ans. Je ne pourrais pas à partir de 5 ans, c'est trop compliqué déjà à 6 ans. Et je vois un peu l'enfant et comment il est. S'il est timide, c'est parce qu'il faut expirer fort, c'est pas facile. Voilà. Maintenant, la CNAM en Tunisie, le remboursement de l'immunothérapie par exemple, ou de retenir une maladie chronique, la spirométrie est demandée à partir de l'âge de 8 ans, heureusement. Oui. Merci, madame. C'est très, très intéressant. Merci. Merci. Je voulais juste vous poser 2 petites questions. Oui. Quand on a une toux productive et que la radiographie pulmonaire est normale, on se pose une première question. Une radiographie normale peut-elle passer à côté d'une dilatation de bronche existante, c'est-à-dire la radio est-elle suffisante pour récuser le diagnostic d'une dilatation de bronche? La première. La deuxième, quel est le rôle, une toux productive, moi j'examine le fond de la gorge et tout ça, le rôle des sinus maxillaires, essentiellement, bien sûr, en sachant que l'âge, à quel âge l'enfant il a une pathologie du sinus et ainsi de suite. Ça, c'est par rapport à la dyspnée psychogène. Je crois que la disparition sommeil est un élément pour moi important. Quand on n'a plus de tout qui n'existe pas la nuit, voilà, je dirais que c'est probablement psychogène. Merci. Okay. Donc, et c'est pour ça, madame, que je disais, cette entité de la bronchite bactérienne prolongée, elle est intéressante. Parce que peut-être qu'on pourra éviter la survenue des dilatations de bronches. Quand c'est primitif, les dilatations de bronches primitives, bien sûr, mais pas secondaires aux différentes pathologies qu'on a évoquées. Mais il faut rester vigilant. Traité par antibiotiques, amélioration, il faut savoir le revoir. Et le scanner pourrait constituer tout à fait, parce qu'actuellement, avec les scanners qu'on a, qui sont performants, avec des coupes très fines, etc., oui, tout à fait. Donc, ça le fait de retenir le diagnostic, de penser à la bronchite bactérienne prolongée, ne nous dispense pas de faire une radio, et si elle est normale, de faire le scanner. Mais on peut donner le traitement en attendant. Mais ça peut, dans la littérature actuelle, ça peut faire le lien des dilatations de bronches, tout à fait. Maintenant, ce que vous dites est très intéressant, ce qu'elle vous a dit. Concernant Mme Haj Khalifa, elle vous a parlé de la rhinite, mais pas seulement de la rhinosinusie, de la rhinite, souvent associée, même chez les tout petits, et elle donne, surtout chez les tout petits, elle donne une toux productive. Mais là, on a le nez qui est atteint. Mais quand on a une bronchite bactérienne prolongée, il n'y a pas, le nez, il est parfait. La dernière, c'était... Ah, la psychogène, c'est trop sympa. Quand on la trouve, on est heureux. Voilà. Une autre question? En fait, c'était juste pour compléter. Pardon, Madame Haj Khalifa, effectivement, vous avez tout à fait raison. Pour la rhinite, il faut encore une fois savoir examiner les enfants. Et le faire ouvrir la bouche et essayer de les faire mettre un abaisse-langue et regarder qu'est-ce qui se passe dans le pharynx derrière. Parce que souvent, chez les enfants qui toussent gras, vous avez un écoulement postérieur. Et en fait, ils s'en rendent même pas compte. Eux, ils ont tellement l'habitude, les enfants, ils s'en rendent... Est-ce que tu as le nez bouché? Non, non, ça va très bien. Oui. Et puis, dès qu'on met un petit miroir ici, on voit que rien ne passe et que c'est complètement bouché. Parce qu'ils ont pris l'habitude, en fait. Comme il y a certains siffleurs qui prennent l'habitude de leur asthme. Et donc, du coup, c'est très, très important d'examiner la sphère ORL. Et si vous avez un doute, même orienter vers un ORL pour un examen un petit peu plus précis. C'est ce que je fais, en fait. Tout à fait. Voilà. Je crois qu'il y avait une question là à droite.
Bonjour, merci professeur pour la qualité de cette présentation. Alors en fait j'ai un petit commentaire et question par rapport du coup que je suis au néonat. On a un petit nourrisson actuellement qui était hospitalisé dès la période néonatale. Comme vous avez dit pour la dyskinésie ciliaire, donc c'était un petit peu initialement hypotrophe. Et une évolution anormale de sa détresse respiratoire, donc une radiothorax qui était initialement normale, et puis donc en préparant sa sortie, il a installé un poumon complètement blanc, donc une atélectasie de tout un poumon, donc il est resté hospitalisé 2 mois, donc et puis par la suite, donc on a fait toutes les investigations, radiothorax, kiné, donc toujours l'atélectasie est persistante. Tout le bilan, échographie cardiaque, bilan immunitaire, on a mis sous antibiotiques, il n'y avait pas donc un syndrome inflammatoire manifeste. Donc on a dû le faire sortir ce extracteur d'oxygène. Voilà, donc je me demande par la suite. Donc on évoque surtout la mucoviscidose ou une dyskinésie ciliaire. Donc je me demande pour ces patients. Donc on a lancé le bilan génétique, nous aussi. Donc on a un grand souci. Donc pas de réactifs, ça demande du temps. On attend le temps d'avoir les réactifs. Alors le test de la sueur, là aussi, c'est pas disponible à Fès. Donc c'est un enfant qu'on doit le déplacer à une autre ville alors qu'il est dépendant d'oxygène. Donc je me demande par la suite quel pronostic et qu'est-ce qu'on peut ajouter, mis à part l'antibiothérapie séquentielle, la kiné, voilà, l'apport en oxygène pour ces enfants, pour ces petits nourrissons. Merci. En fait, peut-être que je ne pourrais pas beaucoup vous aider parce qu'il est tout petit là. Il a quel âge? Actuellement 4-5 mois. 4-5 mois. Donc, le fait de donner même les corticoïdes inhalés à ces petits pourrait les améliorer. On les a essayés, voilà. Effectivement. Donc, il faut les mettre, même si c'est ce que je vous disais en étant modeste concernant la thérapeutique. C'est pas une faute de mettre, même si on sait que c'est pas de l'asthme, de mettre un corticoïde inhalé, voilà, un peu plus grand, l'association corticoïde inhalé, bêta de longue durée d'action, pour améliorer un peu la qualité de vie. L'azithromycine également pourrait être intéressante, mais l'atélectasie en elle-même, il faudra pouvoir, parce qu'il doit avoir des petites branches, et donc il faudra essayer d'être plus énergique sur la kiné. Le diagnostic, pensez absolument à la dyskinésie ciliaire primitive, puisque ce n'est pas un préma, on ne peut pas dire... C'était une prématurité modérée, effectivement, mais la détresse respiratoire initialement n'était pas grave, c'était l'évolution. Donc c'était une détresse respiratoire légère, c'est un proche du terme, 37-36 semaines, mais c'était l'évolution par la suite qui était inhabituellement... Alors qu'il n'a pas eu besoin d'oxygène à l'hôpital? Si. Ah, il avait besoin d'oxygène. Mais c'était pas le tableau de la dysplasie bronchopulmonaire. Donc ni le tableau initial, ni l'évolution, ni l'atélectasie qui est persistante et effectivement le nez qui coule. Moi, ce qui un peu me chagrine dans ce dossier, c'est qu'il est grave, il est dépendant de l'oxygène. Alors que la dyskinésie ciliaire primitive, non, généralement, c'est compatible avec une vie à peu près normale, même si ça peut être découvert en période néonatale. Donc voilà, la période néonatale, comme je vous ai dit, elle peut être embêtante parce que le fait de devoir donner de l'oxygène, c'est des poumons qui sont malades, fragiles, et donc on va essayer de traiter, comme je vous ai dit, on a sous la main la kiné, on a l'antibio alterné ou bien l'azithromycine pour améliorer la qualité de vie de ces enfants, et l'association fluticasone. Et puis, essayons, j'espère qu'il va pouvoir être sevré un jour d'oxygène, c'est ça le problème. C'est surtout au cours des exacerbations. Merci. Nous allons D'autres questions dans la salle? Allez-y, madame. Je vous remercie pour votre présentation. J'ai juste une question. À quel moment vous décidez de mettre un patient, un asthmatique mal contrôlé, sous azithromycine à dose anti-inflammatoire? Si oui, combien de temps? Merci. Oui. Finalement, quand on voit qu'un enfant, les exemples que j'ai, c'est des petits nourrissons
qui n'arrête pas d'exacerber, ils s'améliorent un tout petit peu, ils récidivent, ils ne répondent pas du tout à la fluticasone, aux antileucotriennes, et ils sont hospitalisés à chaque fois. C'est très contraignant. C'est généralement des petites filles. Il faut faire le profil inflammatoire qui est souvent neutrophilique. C'est ce qu'ils font en France, du moins. Mais moi, j'essaye. Je fais l'épreuve thérapeutique et elle est spectaculaire. On met tout de suite l'azitro et on voit, avec une réponse téléphonique dans la semaine, très bien, allez, on continue. On part sur 6 mois au mois de traitement et généralement, j'arrête l'été parce que ce n'est pas des enfants qui sont... oui, ça peut très bien être compatible avec un arrêt estival. Mais si on continue dans le temps, ce n'est pas un problème du tout. Le seul souci, c'est qu'il y a une perte d'efficacité avec le temps, il y a un épuisement. Voilà. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus de questions. On va arrêter la séance et je vais passer la parole au professeur Hida. Oui, Madame Bosfora, restez. Nous avons le plaisir de vous remettre un trophée comme signe et de remerciement d'avoir accepté cette invitation. Je demande à Rauda et Chemi pour me remettre. Merci. Ça sera un souvenir de Fès en espérant que vous reviendrez. Donc rendez-vous à 15h pile pour démarrer le reste.